Alors bonjour tout le monde, je suis Françoise Davoine, animatrice à Radio-Canada et surtout amie d'Isolde Lagacé. Je vous avoue que c'est vraiment à titre d'amie que je suis ici avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite bienvenue à cette présentation de la 4e saison de la Fondation Arte Musica, qui est en résidence au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors, je vous remercie d'être ici. Il y a plusieurs personnes qu'on connaît du milieu musical qui sont liées à la programmation de la salle Bourgie. On nommera pas tout le monde. Je voudrais cependant souligner la présence de Madame Viviane Crou. Et c'est important parce qu'elle est vice-présidente et chef de groupe gestion privée TD. Ça a l'air très long, ça. Mais il faut savoir que la banque TD est une grande amie de la musique et que c'est le commanditaire de la musique au musée. Alors, bienvenue, Madame Crou. Welcome to you all. It's a very exciting moment to launch a season. We will do it in French, but you are very welcome to ask questions in English afterwards. Isolde is bilingual, I confirm. Alors, vous avez entre les mains une brochure, une précieuse brochure, très douce déjà, c'est agréable déjà au départ, qui se lit comme un roman. Vous pouvez la mettre sur votre table de nuit. 44 pages de bonheur à vivre, 82 concerts produits ou présentés par la Fondation Arte Musica, et ça c'est sans compter la location de la salle. Il y a des séries qui reviennent, les Violons du Roi, les Matinées baroques, la série Jacques Dansereau. Il y a des séries qui seront remodelées, il y a des projets éducatifs, des conférences, des événements spéciaux, bref, de tout pour faire le bonheur de tout le monde. Et je vais vous dire, moi, ce qui m'a frappé en lisant cette brochure, c'est la variété des styles, la variété des programmes, la variété des musiciens, la variété dans les heures de présentation des concerts, la variété des rencontres entre les différentes formes d'art, la danse, la musique, la littérature. En fait, c'est le visage rassembleur de cette programmation et qui est à l'image, je dirais, de celle qui est l'âme de cette programmation, l'infatigable, la passionnée, la toujours rayonnante Isolde Lagacé. Bonjour Isolde. Bonjour Françoise, tu es trop gentille. Mais je me reconnais. Tu te reconnais, oui. Hein? Bon. Alors je veux rassurer tout le monde dès le départ, on ne passera pas à travers chaque programme de chaque concert qui est dans la brochure. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant pour tout le monde ici de t'entendre, Isolde, parler de la façon dont tu travailles, de tes motivations, de cette passion qui t'anime, de comment tu parviens à véritablement tricoter, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit, une saison de plus de 80 concerts qui ont chacun, vraiment chacun, une raison d'être très précise. Mm-hmm. Si vous étiez, si vous étiez ici l'an dernier, vous vous souvenez, il y avait 72 concerts et j'avais mis mon iPhone à 30 minutes. Bon, cette année, il y a 82 concerts. Alors, j'ai négocié avec Isolde et on va mettre le iPhone à 35 minutes. C'est un pari à tenir. Isolde, c'est parti. Bon. Alors, tu veux dire un mot d'introduction ou on y va tout de suite dans les séries? Allons-y, ton introduction était déjà très éloquente. Donc, à tout seigneur, tout honneur, une grande aventure, les cantates de Jean-Sébastien Bach. Je sais que ça fait longtemps que tu y penses. Oui. Est-ce que c'est un rêve que tu réalises? Oui, je pense vraiment que dans ce cas-là, on peut dire que c'est un rêve. Alors, nous présenterons à partir de l'an prochain l'intégrale des cantates sacrées de Jean-Sébastien Bach. C'est un projet que je nourrissais depuis le moment où je savais qu'on serait en résidence au musée, donc depuis le moment où on avait lancé la Fondation en 2007. C'est un projet de très grande envergure parce que l'œuvre de Bach, d'abord, est très grande en quantité. Alors, il y a à peu près 225 cantates. Ça demande beaucoup d'effectifs, des ensembles, des chœurs, des solistes, des chanteurs, des chefs, bien sûr, mais c'est aussi de les agencer, de les présenter. Ça demande beaucoup de réflexion. Alors, on l'a échelonné sur 8 ans.
Alors, je vous annonce aujourd'hui que pour les 8 prochaines années, 8 fois par année, donc pour 64 concerts, nous aurons entendu, donc en 2022, au mois d'avril 2022, nous aurons entendu toutes les cantates de Bach à Montréal. Nous commençons l'an 1 avec des ensembles de Montréal. Ça me permet, ce projet-là, dans le fond, de consolider les magnifiques partenariats qu'on a déjà établis avec beaucoup d'ensembles au Québec. Et puis, mon idée, c'est vraiment d'inclure tout le milieu, d'inclure tout le monde, quelle que soit leur esthétique, leur style. Bach, c'est universel. Bach, c'est pour tout le monde. Alors, je me suis dit, bon, je voulais le faire pour l'année d'ouverture. Je voulais faire un grand coup, puis je me suis dit, je vais annoncer ça pour l'an 1. Ça a été absolument impossible. Il fallait mettre sur pied la structure, la salle, l'organisation, l'équipe. Alors, je n'ai pas pu l'an 1. Je m'étais dit que je le ferais l'année dernière, mais l'année dernière, c'est-à-dire l'année dernière, j'avais décidé que je le planifierais pour cette année, l'an 3, mais il y avait Venise et la musique. Et Venise et la musique, j'ai présenté 22 concerts sur Venise avec plusieurs des ensembles qui sont invités pour faire les cantates. Alors là, le souffle m'a manqué également. Mais cette année, c'est la bonne. On commence l'an 4, notre intégrale. J'en rêve depuis vraiment que je suis petite. Je pense que depuis que je suis adolescente et que ces cantates ont pris beaucoup, beaucoup de place dans le monde musical de la musique ancienne, c'est parti d'Europe, évidemment, avec Leonhard Keuken, qui avait enregistré la première intégrale Bach. Et c'était vraiment à des moments importants pour nous, les musiciens, d'entendre ces cantates enregistrées. Ça ne l'était pas avant les années 70. C'est étonnant d'y penser. Ouais. Aujourd'hui, on nage là-dedans, puis on tient ça pour acquis. Mais quand moi, j'étais adolescente, il n'y avait pas d'intégrale Bach sur disque. Alors maintenant, les intégrales Bach sur disque, il y en a eu quelques-unes. Mais de le faire en concert, je pense que vous voyez un peu l'ampleur du projet. J'ai appelé Claude Gingras pour savoir si ça avait été fait, puis il a quasiment ri de moi. Il dit, mais voyons, Isolde, personne ne l'a fait ni au Québec, ni au Canada, ni même, je crois, aux États-Unis, ni en Amérique. Bon, alors je suis assez contente d'annoncer que je pense qu'on a les moyens, je ne parle pas de moyens financiers, là, je parle des outils pour le faire. Et puis, j'espère que le public nous suivra et que le milieu nous suivra dans cette aventure. Un projet très rassembleur, donc comme tu les aimes, avec le public qui va participer aussi? Oui. Alors, les cantates, évidemment, j'ai mentionné qu'il y a des chœurs qui font les parties chorales, évidemment, mais les cantates finissent la plupart du temps par un choral luthérien connu de cette culture allemande. Et beaucoup de ces chorales sont connus par nous, puis on ne sait pas que c'est des chorales de cantates de Bach, Jésus que ma joie demeure, etc. Et j'ai pensé qu'on pouvait faire comme ils faisaient au XVIIIe siècle, c'est-à-dire que le choral final sera chanté par toute l'Assemblée. Parce qu'évidemment, c'était des cantates qui étaient présentées pour les services religieux. Bon, on dépasse ça de nos jours, on n'a plus besoin d'être croyant pour aimer les cantates de Bach ou d'être pratiquant, mais tout le monde, donc, sera invité à chanter en chœur le choral final d'une des 3 cantates qui sera présentée en concert. On aura une petite répétition préalable pour ceux qui veulent y participer. On le mettra sur notre site Internet pour que les gens puissent l'entendre. On passera la partition, les mots, et puis j'espère que tout le monde se joindra à nous, puis pourra dire qu'ils ont chanté avec, par exemple, Ken Nagano, qui dirigeait l'OSM et le chœur de l'OSM, et qu'ils ont chanté, cette fois-là, le choral, que ma joie demeure. Isolde, deuxième série importante, les concerts qui sont en lien avec les expositions. Il ne faut pas oublier que c'est une grande mission de la Fondation Arte Musica. Mais c'est ça. Dans le fond, quand je commence à programmer une année donnée, je commence toujours par la programmation du musée. Alors, évidemment, le musée travaille très en amont dans ses projets, plusieurs années d'avance, et je pars de ces thèmes-là pour voir comment je peux développer, moi, ma programmation musicale. Cette année, je l'ai mentionné déjà, c'était Venise et la musique, alors c'était notre année sur un plateau doré, c'était vraiment un sujet exceptionnel pour nous. Mais l'année prochaine, voyez-vous, il y a 2 expositions principales, une qui est sur l'expressionnisme en Allemagne et en France de 1900 à 1914. Beaucoup de musique qui va avec ça. C'est ça, exactement. C'est très précis comme période historique. La deuxième école de Vienne nous vient tout de suite en tête, Schönberg, Berg, Webern. Il n'y aura pas 22 concerts de Schönberg, ne vous inquiétez pas. Par contre, il y a certaines œuvres emblématiques dont on ne pouvait pas, je crois, on ne pouvait pas passer à côté de ces œuvres-là. Pierrot Lunaire, entre autres, de Schönberg. Et donc, je suis partie de ces thèmes-là. Il y a donc cette première série qui est, je crois que j'ai 9 concerts avec l'expressionnisme allemand. Et puis, à l'hiver, ce sera l'orientalisme en France au 19e siècle. Alors, l'influence de l'Orient sur la culture française au 19e siècle, très importante dans les arts visuels, mais je me suis rendu compte également, très importante dans la musique, parce que la première qui apprend dans tout ça, c'est moi.
Quand je programme, il faut évidemment que je fasse de la recherche, que je me mette à lire, puis que je fasse je fais moi-même des découvertes. Et puis, je me suis rendu compte qu'effectivement, au 19e siècle, en France, beaucoup de compositeurs ont été inspirés par l'Orient, ne serait-ce... Bon, on connaît Sherazade, mais tous les compositeurs fin 19e, début 20e ont en quelque part dans leur œuvre de la musique orientalisante. Saint-Saëns, Debussy Voilà, et d'autres. exactement. Ouais. Alors, ça nous permet de développer cet aspect particulier de la musique française dans le cadre de cette exposition. Puis, je pense que c'est vraiment intéressant pour les gens. C'est là qu'on peut faire ces beaux liens entre l'art visuel et la musique. C'est que les gens aillent à l'exposition, voient la concrétisation dans les œuvres visuelles et ensuite l'entendent dans les œuvres musicales. Et puis, moi, ça m'a toujours intéressée. Donc, c'est le noyau même. Bon, évidemment, après ça, on déborde et puis on a toutes nos autres séries, mais je commence par ça. Dans ce même ordre d'idées, il y a la série des tableaux en musique, Oui. mais qui, elle, existait déjà avant la fondation Oui. de... Alors, Tableau en musique, c'est une série qui propose visite guidée d'une exposition suivie d'un concert en salle sur une musique en lien avec ce qu'on a vu dans l'exposition. Et la preuve que le musée était déjà dans le goût musical avant que la fondation soit créée en 2007, c'est que cette série-là avait été mise sur pied en 2007 par Nagano et Guy Cocheval, qui était le directeur d'alors. Et il y avait 3 concerts avec l'OSM, et c'est là qu'a pris, si vous voulez, naissance cette collaboration que nous avons avec l'OSM, et puis évidemment qui a grandi depuis. Mais la série au tableau en musique, elle en est à sa 8e saison maintenant. 4e saison dans la salle, mais nous l'avons faite dans les salles d'exposition, dans la Verrière, dans la salle des Bronzes au fil des années avec l'OSM. Et puis finalement, bon, ça a explosé un peu, puis bon, on a rajouté d'autres choses, et puis on a développé d'autres choses avec l'OSM. Mais c'était à l'essence même de notre partenariat au début, venait de cette série-là. Et ça va en grandissant. Et ça va en grandissant, effectivement. 2 séries qui vont s'entrelacer maintenant. Il y a la série Jeunes et Pros, qui existe déjà, qui met en présence des musiciens d'expérience et des jeunes, Oui. autour de Beethoven. C'est vrai qu'on a eu Brahms là, depuis quelques années, alors là, tu changes. C'est ça. Alors, Jeunes et Pros, c'est vraiment... Pour moi, c'est la quintessence de la musique de chambre. Ce sont les plus beaux concerts de musique de chambre qu'on peut imaginer. Ça joint donc ces jeunes qui sortent des écoles. Vous savez qu'on est très fort au Québec pour la formation musicale. Bon, j'ai été directrice du Conservatoire de musique de Montréal. Je peux en parler, mais on a des universités comme l'Université de Montréal, l'Université McGill, qui sont extrêmement performantes pour l'éducation. Et donc, on s'est dit que ce serait bien d'avoir une série qui jumelait ces jeunes musiciens conformes et qui doivent bien avoir éventuellement une salle ou une scène où se produire et les professionnels qui peuvent leur apporter l'expérience. Et ça fait une très belle série. L'année dernière, depuis 2 ans, on avait fait l'intégrale Brahms. Bien, on a épuisé notre répertoire Brahms. Alors, on a pensé faire Beethoven dans cette série. Et je voudrais mentionner que j'ai un nouveau partenariat dans le cadre de cette série avec la Fondation Natishin, qui offre des bourses à des jeunes Canadiens dans les disciplines artistiques. Et j'ai été approchée par Mme Gerda Natishin, que je salue, qui est avec nous aujourd'hui. Et je me suis engagée à présenter à la Salle Bourgie un jeune récipiendaire de ces bourses Natishin à chaque année, et nous les incluons donc dans la série Jeunes et Pros. Et cette année, ce sera Marlène Naguil-Samy, qui est étudiante à l'Université McGill, avec Stéphane Lévesque, bassoniste, premier basson de l'OSM. Donc, j'ai 5 musiciens de l'OSM avec ces jeunes-là, dont Marlène, qui vont faire un magnifique programme Beethoven-Mozart. Il ne faut jamais oublier que pour les jeunes, les bourses, c'est bien, mais jouer, c'est encore mieux. Là. Je pense qu'ils ne vont pas me contredire. Hein? Oui, et le métier s'apprend en le faisant. En le faisant, Alors, voilà. Donc, comme on a mis l'accent sur Beethoven pour Jeunes et Pros, j'ai pensé en parallèle avoir une série qui s'appelle Plein feu sur Beethoven, où on présenterait également le récital, la sonate avec violoncelle, avec violon, piano solo et les quatuors à cordes, évidemment, parce que le corpus des quatuors à cordes de Beethoven est tellement important. Donc, ça nous fait cette série de 5 concerts, incluant le quatuor Alcan, notre fameux quatuor qui aura 25 ans l'année prochaine, et le nouveau quatuor à cordes Orford, alors 2 des meilleurs quatuors au Canada, et l'intégrale des sonates pour violoncelle et piano forte, au piano forte avec Christopher O'Reilly, un pianiste américain extraordinaire qui avait gagné le 2e prix au concours musical international de Montréal
il y a 30 ans, je crois. Et Matt Heimovitz, un de nos meilleurs violoncellistes ici. Et également un jeune, encore mon parti pris pour les jeunes, Kirsten Leong, un violoniste extraordinaire qui n'a que 16 ans. Je confirme. Oui. 17 ans maintenant. 17 ans, voilà, le temps passe. Mais donc, ça nous permettra d'avoir Beethoven également en récital. Oui. Est-ce que tu auras fait le tour de toute la musique de chambre de Beethoven en une saison? Non, pas du tout. Ah. Et dans les concerts Jeunes et Pros, je n'inclus pas les quatuors à cordes parce qu'évidemment, ça demande un travail particulier faire le quatuor. Alors, on fait les trios avec piano, les quatuors avec piano, les quintettes, la musique pour vent, etc. Il y en a beaucoup, on en a au moins pour 3 ans. Belle présence canadienne, montréalaise, canadienne, et en équilibre avec une présence internationale. Je pense que ça nous amène à la série suivante. C'est une nouveauté. Elle s'intitule « Le Louvre hors les murs ». Alors, j'imagine que c'est un premier pas vers un plus grand rayonnement international pour la Fondation? Oui, effectivement. Quand on a mis sur pied la Fondation avec Pierre Bourgy, nous sommes allés à Paris et en Europe, et nous avons essayé de voir ce qui se faisait dans les musées pour la musique. Et au Louvre, il y a une série qui est établie depuis des années de musique de chambre, vraiment une série classique, la musique de chambre du 19e siècle, avec en général des grands noms ou des jeunes également, mais des jeunes gagnants de grands concours internationaux. Et donc, on avait rencontré Monique Deveau, la directrice de cette série-là, et l'idée est venue de présenter ici, sur scène à Montréal, certains des artistes qui jouent au Louvre dans les mêmes programmes. Et l'année prochaine, donc, au Louvre, Madame Deveau a mis l'accent sur la musique française moins connue. Et ça tombait bien dans notre programmation avec les 2 expositions qu'on avait. Et donc, j'ai choisi 4 concerts, donc les 4, 2 ensembles et 2 solistes. Ces 4-là seront en concert au Louvre dans les mêmes programmes que vous entendrez à Montréal. Trio Karénine, Trio Modigliani, Jean-Flamme Bavouzet, un pianiste extraordinaire qui est venu à l'OSM l'année dernière, mais qui n'a jamais joué en récital à Montréal. Et on profite de la présence de ces artistes de haut niveau et de renom pour jouer dans notre série Jeunes et Pros également. Alors, il y aura des étudiants qui joueront en musique de chambre Beethoven avec Jean-Flamme Bavouzet également. Donc, on fait une pierre deux coups pour ces projets-là. Alors, éventuellement, des concerts de la salle Bourgy seront donnés à Paris au Louvre. Vous travaillez là-dessus? Alors, pour la partie d'échange, elle a choisi 2 jeunes musiciens canadiens, dont Kirsten Leong, qu'on présente dans les sonates, et Yann Liziski, je crois, et Stéphane Tétrault, voilà, que je présente également en récital de musique de chambre. Bon. La série Tiffany, maintenant. J'ai envie de dire que c'est la crème de la crème. La crème de la crème. La série Tiffany, évidemment, du nom des vitraux qui ornent, les magnifiques vitraux qui ornent la salle Bourgy. C'est une série que nous avions eue il y a 2 ans et qu'on n'avait pas répétée l'année dernière, mais on l'a reprise. C'est la série où je présente, entre autres, la danse. Alors, on a commencé ça l'année dernière et ça fonctionne très bien pour certains genres. Évidemment, on ne peut pas faire de la danse à grand déploiement, mais on s'est associé avec Quartier Danse, un festival qui existe depuis 10 ans, qui a commencé, je dirais presque dans les rues, qui est établi maintenant depuis 10 ans. Et on fait des spectacles avec 1 ou 2 danseurs. Mais notre marque de commerce, évidemment, puisqu'on est dans une salle de concert, c'est qu'il y ait de la musique live. Je ne présenterai pas un spectacle de danse avec une bande préenregistrée. Alors, l'année dernière, on l'avait fait avec Margie Gillis et un pianiste. Et cette année, nous avons Brigitte Poulain qui jouera une partie du programme du Bach, de Philippe Glass. Donc, live avec les danseurs sur scène. Ça va demander un travail différent pour les danseurs à ce moment-là. Alors, on est très content de présenter les Ballets Jazz de Montréal, quand même une compagnie établie depuis longtemps, qu'on n'a pas vue depuis quelques années, là, en Montréal. Et on a également Te Amo Argentina, avec 2 danseurs de tango très connus aux États-Unis. Ce sont les chorégraphes d'une émission qui s'appelle So You Think You Can Dance, une émission extrêmement populaire aux États-Unis. Alors, eux, quand ils font ce spectacle-là aux États-Unis, là, c'est la folie. Là. Ils remplissent les salles. Je vais voir ici, mais j'ai que 450 places, alors j'espère bien que le public sera là. Dans la série Tiffany aussi, je suis très contente de recevoir The Academy of Ancient Music, un groupe de musique ancienne très connu qui n'est jamais venu à Montréal. Incroyable. Oui. J'ai tellement souvent présenté The Academy of Ancient Music sous la direction de Christopher Hogwood en ondes, mais ils ne sont jamais venus. Mais c'est plus Christopher Hogwood. Ben, c'est plus Christopher Hogwood, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la saison des violons du roi, Christopher Hogwood est invité à diriger 2 concerts des violons. Par contre, pour The Academy of Ancient Music, c'est maintenant Richard Egger, un très bon chef et claveciniste européen.
Donc, on est très heureux de les recevoir. On a un concert également en partenariat avec le Festival Bach qui s'appelle Bach dans l'intimité. C'est un petit spectacle qui a été conçu par Gilles Cantagrel qui veut recréer l'atmosphère de Bach en famille. Et comme je fais l'intégrale des cantates de Bach, je me suis dit, tiens, on va montrer le côté plus bon vivant de Bach, ce que Bach faisait de la musique avec ses enfants, avec ses élèves, avec sa femme. Il chantait, alors... Un peu comme chez les Lagacé. Un peu comme chez les Lagacé. Oui, disons-le. Et dans cette série, j'ai également un ensemble européen que j'aime beaucoup qui s'appelle La Rêveuse, avec un formidable ténor qui s'appelle Jeffrey Thompson, donc musique anglaise, et une carte blanche à Yannick Nézet-Séguin. Concert de musique de chambre avec des musiciens de l'Orchestre métropolitain. Comme je dis souvent, je trouve que c'est important de faire jouer nos musiciens d'ici. On a des formidables musiciens. On a une belle place pour les musiciens de l'OSM, mais c'est important aussi de faire jouer les musiciens de l'Orchestre métropolitain. Et Yannick Nézet-Séguin sera au piano dans le quintet de Elgar et ce sera Stéphane Tétrault qui sera au violoncelle. Et dans les quelques jours précédents, Stéphane fera le concerto d'Elgar avec l'OM. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on l'a programmé de cette façon-là. Alors, on est très heureux de les recevoir également. Donc, une série là, avec des gens qu'on connaît déjà et des gens à découvrir, hein, particulièrement. Oui, exactement. Isolde, il y en a une série là, dont le titre a un peu évolué. Enfin, je ne sais pas, le titre est resté, mais la série a évolué. C'est Cordes et Discorde. Oui. Un beau jeu de mots, mais peut-être que la discorde reste, mais les cordes sont moins présentes. Ben, Cordes et Discorde, c'est notre série de musique du 20e et 21e siècle. Et la première année, effectivement, on avait un quatuor à cordes, on avait un concert qui s'appelait Jeu de cordes, on avait beaucoup de cordes, on avait un concert John Cage avec le violoncelle. Alors, j'avais appelé ça Cordes et Discorde. C'est pas moi qui l'avais appelé, c'est Pierre Bourgie qui avait trouvé ce nom. Alors, il faut rendre à César ce qui lui est dû. Et on aimait beaucoup le nom, on l'a gardé. Mais cette année, Cordes et Discorde va avoir un fil conducteur, c'est la voix, l'opéra et les jeunes. Alors, c'est 3 concerts très différents. Et vraiment, je dois dire que j'ai un coup de cœur et pour la page, parce que la photo d'Anna Sokolovic est extraordinaire, et pour les 3 œuvres qui seront présentées. Donc, un opéra pour voix seule de Anna Sokolovic qui s'appelle Love Songs, un opéra de Luna Pearl Wolf, une compositrice américaine qui habite à Montréal, pour musiciens, mais sans voix. Et un opéra de Britten qui n'a pas été présenté à Montréal depuis 1967, à l'Expo 67. Tu as vérifié avec Gingras? Oui. Ah, OK. Pardon? Oui. En tout cas, donc, cet opéra s'appelle Burning Fiery Furnace de Britten et c'est fait par un jeune ensemble BOP. Hubert Tanguay-Labrosse qui le dirige est ici. Et c'est un ensemble qui est issu d'élèves du conservatoire. Et vraiment, ils ont fait un travail formidable l'année dernière. Et quand Hubert m'a contacté, je n'ai pas hésité une seconde à dire oui, on va présenter ça en collaboration. Ça va être une magnifique soirée et pour les jeunes et pour le public. Oui, ça vaut la peine d'être aventureux parce que c'est vraiment des découvertes à faire. J'ai reçu à mon émission Christina Marcoux qui va jouer dans cet opéra pour instruments. Elle est vraiment assez extraordinaire et très flyée, comme on dit. Hein. Je ne peux pas m'empêcher de redire le bassin exceptionnel de musiciens que nous avons ici. Vraiment, bon, les gens me remercient pour le travail que je fais, me félicitent pour le travail que je fais, mais le travail, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Moi, je vois le produit que nous avons, que je peux utiliser, et je trouve ça vraiment remarquable, que ce soit les jeunes ou les musiciens plus connus, mais on a un bassin de musiciens exceptionnel à Montréal, et je suis tellement heureuse d'avoir un lieu où on peut enfin les présenter, pas seulement les artistes étrangers ou pas seulement les artistes de grand renom. Il y a de la place pour ces gens qui sont créatifs, qui sont performants, qui sont intelligents dans le sens l'intelligence du verbe et de la musique. Alors vraiment, oui, c'est un plaisir pour moi de pouvoir dire je présente ces musiciens-là. Et bien, puisqu'on parle de musique actuelle, j'aimerais que tu nous dises, l'année dernière, tu avais annoncé qu'il y avait un programme de commande de la Fondation Arte Musica pour un compositeur. Est-ce que ça tient toujours cette année? Oui, c'est vrai. Alors, nous avons créé à l'intérieur de notre fondation un fonds pour la création, pour la musique contemporaine. Et nous avons l'intention de présenter à chaque année une œuvre qui aura été commandée à un jeune compositeur inspiré d'une œuvre du musée. Et mon idée, c'est de bâtir un corpus d'œuvres musicales inspirées d'œuvres visuelles. Alors, quand on a inauguré la salle Bourgie, peut-être que certains d'entre vous se rappelleront qu'on avait fait faire une création à Maxime McKinley sur les vitraux
de la salle pour 8 cuivres. Et ça faisait, pas fanfare, mais ça faisait glorieux. inauguration. C'est ça. Et c'était une très belle œuvre et j'ai Oui. hâte de la représenter. Et cette année, le concert sera le 23 mai. C'est Nicole Lisée qui est récipiendaire du prix Jules Léger cette année, ce qui est un hasard, mais ça tombe bien, à qui j'ai commandé une œuvre pour quatuor à cordes, piano, chanteuse et table tournante. C'est sa spécialité, les tables tournantes. Donc et c'est sur Mirabilia de Dominique Blais, qui est juste là derrière. Quand vous sortirez, vous pourrez jeter un coup d'œil. C'est sur l'étage en Sur le bas toit. et on le voit. C'est un endroit pour le voir ici. Et l'année prochaine, c'est Julien Bilodeau, très bon compositeur qui était étudiant au conservatoire quand j'étais directrice et dont j'ai suivi le travail. Et il a écrit une œuvre pour 2 pianos sur l'heure mauve d'Ozias le Duc. Alors, c'est pour ça ce qui explique, on l'a en quelque part, là, le tableau L'heure mauve qui est si beau. Et on présente ça dans le cadre de la série Tableaux en musique. Voilà. Ça, c'est L'heure mauve d'Ozias le Duc. Et donc, ce sera créé par Brigitte Poulet et Jean Marchand, les pianistes duettistes. Page 15 Page 15, voilà. de votre ouvrage. Donc, L'heure mauve, j'ai appelé le concert du nom du tableau pour attirer l'attention sur le tableau. Voilà. Bon, Isolde, Oui. je sais bien que quand on est mère, on ne peut pas préférer un de ses enfants, mais quand même, est-ce qu'il y a un de ces concerts, disons, non pas que tu préfères, c'est pas ce que je veux te demander, mais c'est plutôt qui incarne plutôt ta façon de concevoir une saison, un concert que tu dirais signature? Je dirais peut-être le Pierrot lunaire de Schoenberg. Parce que c'est la première série à laquelle j'ai réfléchi était celle de l'expressionnisme. C'est une œuvre très importante. C'est une œuvre qui n'est pas souvent donnée. Et je l'ai dit tantôt, je me fais plaisir avant de faire plaisir aux autres. Et puis, je rêvais de réentendre le Pierrot lunaire. Et donc, je l'ai placé tout de suite dans le cadre de la série en lien avec l'exposition. Mais j'ai demandé à l'OSM si les musiciens de l'OSM, dans le cadre de leur série que je présente ici, voulaient le faire. Parce qu'habituellement, c'est l'OSM qui me propose les programmes. Mais ça m'a permis de développer un petit peu plus avec l'OSM. Et finalement, Andrew Wan, qui est le concertmaster, a accepté. Et là, on a invité Ingrid Schmidhusen, qui est une chanteuse qui va être exceptionnelle dans cette œuvre-là, qui habite en Allemagne, mais également au Canada, donc qui va le faire. Et Louise Bessette, une championne de la musique contemporaine. Et Timothy Hutchins, première flûte. Donc, écoutez, on va avoir des musiciens exceptionnels pour faire cette œuvre-là. Donc, elle se retrouve à 3 endroits dans ma série, Tableau en musique, musiciens de l'OSM et en lien avec l'exposition de l'expressionnisme. Donc, c'est ce dont on parlait, c'est le lien que tu aimes créer. C'est ça. Ouais. Et dans ce concert-là, on va également avoir une partie littérature, parce qu'évidemment, les œuvres littéraires de cette époque sont très importantes, et c'est Stéphane Lépine qui fait le choix littéraire, et c'est Paul Savoie qui récitera ces œuvres-là. Alors, je pense que ça va faire quand même un concert particulier, qui lie plusieurs choses, qui est fort artistiquement parlant. Françoise, on n'a pas parlé de toutes les séries. Non, on n'a pas parlé de toutes les séries. Mais je voulais parler du jazz. Mais nous allons y d'accord. arriver. Mais Ok, je attends, commence à le m'inquiéter. jazz, c'est le 5 à 7, là. On est d'accord. là-dedans. Ok. Attends. On va prendre un verre pour parler de jazz. Avant, je voulais que tu nous dises, moi j'ai remarqué, je te tire mon chapeau, qu'il y a beaucoup de jeunes dans Oui. ta programmation. Alors ça, vous savez, avec l'émission que j'anime et le travail que je fais avec ces jeunes-là, ça me fait plaisir. D'ailleurs, il y en a plusieurs que je vois ici. Mais toi, je voulais, puisqu'il nous reste quelques minutes, parce qu'on fait ça très très bien, je voulais savoir si tu avais quelques coups de cœur là, dans la saison pour les gens, sur lesquels tu voudrais insister. Ben, écoutez, on n'en a pas parlé, je ne sais pas si tu voulais y arriver, mais il y a ma série qui met en valeur les instruments à clavier de la salle Bourgie. Alors ça, c'est une autre chose aussi que j'aime bien souligner. Une salle de concert a toujours un piano. L'OSM va avoir un orgue, on a très hâte de l'entendre. Bon, alors ça, c'est de base. Mais nous, on a une collection d'instruments à clavier, et ça, vraiment, c'est rare. On a un clavicitérium, on a un clavecin italien extraordinaire, on a un clavecin flamand, on a 2 orgues de chambre, vraiment pas des positifs, des orgues de chambre, un plus petit et un plus grand, qui a quand même une vingtaine de jeux. Alors, je veux avoir une occasion de mettre en valeur ces instruments, parce qu'évidemment, la musique passe par des instruments, par des instrumentistes, et par des instruments aussi. Alors, j'ai cette série, Jacques Dansereau, qui met en valeur les instruments à clavier, et j'essaie toujours de balancer un artiste étranger, un artiste établi d'ici et un jeune, effectivement. Et dans cette série-là, j'aurai une jeune qui s'appelle Gilly Loftus, qui a tout juste 25 ans, qui a été le 2e prix du concours international de Bruges l'année dernière, qui fait son doctorat à McGill et qui joue du clavecin, du pianoforte et du piano.
Alors, elle a fait un magnifique programme parce que j'adore discuter des programmes avec les musiciens. Et les jeunes, je dois dire, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus créatifs qu'on l'était quand nous, on étudiait. En tout cas, Ils n'ont pas le choix, peut-être. oui, mais ils ont des idées vraiment, je trouve, Ouais. formidables. Et Guyly m'est arrivée avec cette idée de faire tout un concert sur les préludes. Et elle va finir la deuxième partie de son programme avec les préludes de Chopin. Donc, comme si on allait entendre un récital de piano puis qu'on entendait les préludes de Chopin, mais elle va avoir commencé par de la musique vraiment du 16e siècle, du 17e siècle, au clavecin, avec des préludes non mesurés du 18e siècle, français, etc. Donc, vraiment un magnifique chemin dans le prélude. Alors ça, c'est vraiment un concert que je trouve très intéressant. Un petit coup de cœur. Un de mes donc, coups de cœur, oui. mais Mais- les cantates de Bach, évidemment, l'ouverture des cantates avec l'OSM, et puis la cantate 147. Écoutez, évidemment, les numéros, là, ça vous dit rien, mais... Chante. Non, j'aime mieux pas. C'est des trompettes, mais ça chante pas. L'ouverture, c'est très vite. Ta-ta-tom, 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 pom, Bon. pom, ta-ta-tom, ta-ta-tom, ta-ta-tom. Voilà. Mais vraiment, c'est une cantate remplie de joie. C'est une cantate très virtuose. Et puis, je l'ai mise en ouverture parce qu'elle fait ouverture, elle fait inauguration, elle fait impressionnant. Et c'est une cantate en deux parties qui a des très gros chœurs. Et donc, le chœur de l'OSM, ça me fait plaisir aussi de pouvoir les mettre aussi en valeur, en évidence. On a des très bons chœurs professionnels. Ici, le SMAM aussi, j'ai choisi des cantates avec le SMAM où les parties chorales sont importantes. Les cantates de Noël, souvent, sont plus virtuoses avec les trompettes, les chœurs, etc. C'était compliqué d'organiser les cantates, l'ordre des cantates? Oui, c'est compliqué. Je les impose aux gens parce qu'on ne se rendra pas à 222 si les gens prennent celles qu'ils veulent là, dès le départ. Je suis en partie le calendrier liturgique, c'est très important, et ça, c'est mon fil conducteur. On présente toujours une cantate écrite pour le jour où elle est chantée, présentée ce jour-là. Alors, si on est, par exemple, le Dimanche des Rameaux, il y a une des trois cantates qui est une cantate écrite par Bach pour le Dimanche des Rameaux. Si on est à l'Épiphanie, si on est le troisième dimanche après la Trinité, on aura une cantate écrite le troisième dimanche de la Trinité. Alors ça, c'est un lien. Et après ça, évidemment, je m'arrange pour que les tonalités fonctionnent ou aussi pour que l'instrumentation fonctionne. Pas aller chercher un oboïste juste pour 3 mesures, mais prendre des cantates. Quelqu'un veut danser? Alors, donc ça, c'en est un coup de cœur. Est-ce que j'en avais d'autres? Bien, écoutez, on les aime tous. Évidemment, Jean-Flamme Bavouzet, cet invité français, pour 2 concerts, j'ai très hâte de l'entendre dans le cadre intimiste de la salle Bourgie. C'est bien d'entendre des musiciens dans des grands vaisseaux. Il y a beaucoup de monde. Bon, ça fait une atmosphère particulière. Mais quand on a des musiciens de ce calibre-là, qui sont dans une salle de 450 places, où même les dernières personnes de la dernière rangée, dans le dernier siège, se sentent proches du musicien, proches comme vous l'êtes, là. Ça crée vraiment une atmosphère exceptionnelle. Et ça, il faut être dans la salle pour le vivre. Et puis, c'est pour ça que... C'est peut-être pour ça que nos salles continuent à être pleines. Vous savez, l'année prochaine, j'ai 82 concerts. La première année, j'en avais 53. La deuxième année, 66. La troisième année, 72. Puis l'année prochaine, 82. Là, je ne vous annonce pas que j'ai 10 concerts de plus à chaque année pour les 10 prochaines années, là, parce que ça ne marchera pas. C'était ma question finale. Excuse-moi. Elle est vraiment terrible. Oui, alors? Mais cela dit, si je fais plus de concerts, c'est parce que, évidemment, je crois que le public va suivre. Et puis, jusqu'à présent, oui, il a suivi nos salles. Et puis, bon, il y a des concerts où je sais qu'il n'y aura pas 400 personnes, mais je les fais quand même parce que c'est des choix artistiques. Et puis, bon, c'est important. Mais si je fais 82 concerts l'année prochaine, c'est que je pense que la plupart de ces concerts-là vont avoir un public pour les suivre. Et donc, une partie du succès, bon, la programmation y est certainement pour quelque chose, les gens qu'on présente, mais aussi le lieu. Le lieu existe en lui-même, le lieu a sa personnalité, le lieu, je le dis souvent, un lieu peut être magique. Et c'est les gens qui font, aussi les gens qui sont là, qui font l'atmosphère dans le lieu. Et vraiment, le public écoute extrêmement bien à la salle Bourgie. Les musiciens me le disent toujours, leur plaisir d'être sur la scène et d'entendre la musique de façon exceptionnelle pour leurs oreilles. Ça aurait donc fait une belle conclusion. Mais tu voulais nous parler de jazz. Et moi, je voulais aussi que tu glisses un mot sur les concerts éducatifs, sur les enfants, sur la recherche de nouveaux publics. Bien, écoutez, ce qu'on met dans cette brochure-là, c'est les concerts qu'on vend au grand public. Alors, je n'ai pas toute mon activité musicale là-dedans. On a une vingtaine de matinées scolaires qu'on présente en collaboration avec les Jeunesses musicales du Canada. Et ça, c'est un grand plaisir parce qu'on voit des milliers d'enfants défiler ici, arriver en autobus scolaire et participer à des activités au musée et
traverser la rue pour aller à la salle et entendre un concert, pourquoi pas, tant qu'à y être. Alors, on a des journées pédagogiques, on a des ateliers le dimanche pour les familles dans les salles. Des fois, c'est dans la salle Bourgie, mais des fois, c'est dans les salles d'exposition, on découvre des rythmes, etc. Mais toute cette activité fait partie de notre mission. N'est pas, comme je disais, dans la brochure, et beaucoup de ces activités aussi sont gratuites. Alors, je n'ai pas de billetterie à gérer pour ça, mais c'est très important de le faire. On a un lieu qui nous permet de le faire. On a une association avec le musée et le département d'éducation et d'action culturelle qui nous permet de le faire. On fait également des conférences, des films. Alors vraiment, c'est un terreau très fertile. Et pour le développement du public. Oui, et j'en profite pour faire des liens. Comme là, j'avais une série de conférences sur les cantates de Bach. Alors, ça va permettre au public de suivre. De faire des liens. Oui. Alors, on termine en parlant de ces 5 à 7 en musique, du jazz. Oui, ben, les 5 à 7, c'est une série de concerts les jeudis à 6 heures. On ouvre la salle à 5 heures, les gens viennent prendre un verre. Et dès le début, ça a été une série très appréciée et on continue de présenter une dizaine de concerts et on met le focus sur le jazz. Et encore une fois, j'y reviens, on a une scène de jazz exceptionnelle à Montréal. Je vois Karen Young qui est ici, Helmut Lipski, Jean de Rome. Ça me permet d'inviter ces gens-là à jouer dans une salle plus classique, disons, une salle qui a un public de musique classique, parce que les salles développent leur personnalité, mais le jazz ici sonne extrêmement bien, et donc j'ai vraiment une très belle variété, des hommages à Lenny Tristano, Herb Alpert, etc. Ça me permet de faire, je trouve, quelque chose de très varié, même dans le créneau du jazz, des fois même un petit peu jazz contemporain, improvisation. Alors, on est très heureux d'avoir cette opportunité-là, et c'est une plage horaire que les gens apprécient beaucoup. Jeudi en fin de journée. C'est vrai qu'il y a des concerts dans toutes les plages horaires de la journée à cette salle Bourgie. Des matinées baroques à 11 h le matin, le dimanche après-midi, le samedi après-midi. Le soir, en sortant du bureau, etc. Alors voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la brochure. Je vous invite à contempler la page 44 qui est immense parce qu'elle se déplie. Une fois, 2 fois. Ça résume très bien la saison. Ça vous donne tous les prix qui sont toujours très raisonnables. Je pense que c'est important pour toi, Isolde, que les prix restent raisonnables. L'accessibilité, évidemment. Et puis, je pense que c'est une saison qui témoigne du fait que tu es une femme heureuse, que tu as une grande capacité d'adaptation et que tu as surtout le cœur très large et le goût de partager. Et ça, c'est très important pour nous tous, pour le public, pour tout le milieu musical. Alors, en terminant, tu veux peut-être dire un mot à ton équipe, j'imagine? Oui, d'abord, je voulais remercier les gens qui font que ce projet existe et vive. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal, je le dis, je le redis à chaque année, un partenariat exceptionnel, une entente exceptionnelle, un projet qui a pris un envol très rapidement grâce à l'implication du musée et de la Fondation. Alors ça, c'est exceptionnel. Évidemment, Pierre Bourgie à la Fondation et surtout mon équipe de passionnés. J'ai une équipe des personnes dévouées, impliquées, passionnées. Je les ai choisis, mais ça aurait pu être mes enfants, ça aurait été pareil. Je les aime comme ma famille. On a un rythme de travail un peu effréné, mais pour l'instant, ils m'ont suivi dans ce rythme-là et ça nous permet donc de continuer à présenter tous ces concerts. Alors voilà, merci à tous. S'il y a des questions, Isolde va répondre. Merci à toi, François. Bravo, Isolde. Merci. Ouais. Je vous invite à boire le verre de l'amitié, à prendre quelques bouchées. Et si vous avez des questions, if you have questions in English, Isolde is here for you. Isolde est là pour vous. Alors voilà, merci beaucoup. Merci d'être venu en si grand nombre. Et il reste 10 secondes. On l'attend. Wow! Woo! 2, 1, tada!